La Méditerranée est en surchauffe. Les eaux de la Grande Bleue ont battu des records de chaleur pour un mois de juin avec plus de 30 degrés relevés à la surface de l'eau aux Baléares. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme face à cette canicule marine à la précocité inédite et qui interroge. Avec nous pour en parler, David Ferranda, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes climatologue, directeur de recherche CNRS au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement de l'université Paris-Saclay, spécialiste des événements climatiques extrêmes dont on va parler. Frédéric Gazot, merci également d'être parmi nous. Vous êtes chargé de recherche CNRS, directeur de recherche au laboratoire océanographique de Villefranche-sur-Mer. Vous êtes l'auteur du livre avec Fabrice Pernet, L'acidification des océans, quels effets, quelles solutions aux éditions Quao. Vous étiez présent à la récente conférence de l'ONU sur le climat. Frédéric Gazot, on commence avec vous. C'est quoi une canicule marine? Quelles sont ses caractéristiques? Alors, bonsoir tout d'abord. Et une canicule marine ou une vague de chaleur marine, c'est une période de 5 jours consécutifs pendant laquelle la température dépasse un niveau qui est basé sur une estimation environ sur 30 ans de données. Et donc, quand on dépasse un certain niveau au-dessus de la moyenne de ces 30 ans, on est dans une canicule marine si ça dépasse 5 jours. Il y a différents niveaux de canicule marine, ça va de modéré jusqu'à extrême. Mais quand on dépasse de Voilà. Et combien? on a De 2 été à dans 3 degrés? Alors oui, c'est ça, c'est à peu près, ça dépend des zones, parce que ça dépend de la variabilité temporelle qu'on peut avoir, mais c'est ça. Là, Ouais. on a eu la canicule qu'on a eue au mois de juin, on était à 2, 3, 4 degrés au-dessus de la moyenne des 30 dernières années. Alors, il y a cette carte qui interroge, réalisée par l'Observatoire européen Copernicus avec Mercator, David Ferranda. Pour qu'il y ait une canicule marine, il y a forcément une canicule terrestre, atmosphérique ou pas du tout? Alors déjà, bonsoir et bonne fête nationale à toutes et à tous. Effectivement, les canicules marines sont souvent associées à des canicules terrestres. Et cela, c'est parce que, en fait, quand la mer méditerranéenne est chaude, cette chaleur se déplace dans les terres. Et les deux, en fait, sont un peu conditionnés par les conditions atmosphériques, par l'effet d'avoir des zones de haute pression, donc des zones de beau temps, où la radiation solaire peut atteindre les terres et la mer, et donc réchauffer les deux en même temps. Et bien évidemment, les effets se multiplient. Le fait d'avoir une canicule marine très intense, ça veut aussi dire d'avoir une canicule terrestre très intense dans les semaines, dans les jours qui sont autour de la canicule marine. David Ferranda, pourtant les deux processus, d'un point de vue scientifique, pour poursuivre ce que disait David Ferranda, sont un peu différents quand même. Oui, ils sont un peu différentes. En fait, pour avoir une canicule marine, on a besoin, puisque l'eau a une viscosité, une densité différente de l'air, on a besoin de réchauffer l'eau pendant plus de temps. Donc, on a besoin de conditions qui se mettent en place sur l'espace de temps de quelques semaines, quelques mois, alors que pour avoir une canicule terrestre, c'est suffisant d'avoir un transport d'air chaud qui vient par exemple de l'Afrique, du désert du Sahara et qui peut remonter jusqu'à l'Espagne puis jusqu'à la France. Donc c'est des mécanismes qui sont différents dans l'échelle de temps, mais le fait d'avoir une canicule marine renforce les canicules terrestres et vice-versa. Frédéric Gazot, on va essayer de voir maintenant avec vous et tous les deux quelles sont les conséquences de ces canicules marines. Il y a deux volets. Il y a le volet, le désastre pour la biodiversité qu'on va évoquer sur les écosystèmes marins, mais d'abord sur ce qu'on appelle des épisodes, des phénomènes climatiques qui peuvent être très violents. La France notamment, mais pas seulement. L'Italie en connaît, l'Espagne également. On peut parler de la tempête Alex en 2020, notamment dans l'arrière-pays niçois. Il y a quoi? Il y a les épisodes Cévenol, les épisodes méditerranéens. Que se passe-t-il au juste à ce moment-là? Écoutez, ça se passe généralement à l'automne, justement après un été très chaud, où la température de l'eau a augmenté de manière très importante. Et reste, il y a une inertie de l'eau de mer qu'il n'y a pas dans l'air. C'est-à-dire qu'il y a un refroidissement à l'automne de l'atmosphère, mais la Méditerranée reste chaude en surface, ce qui fait qu'elle s'évapore. Elle crée des nuages, et ces nuages vont se déverser en eau dans des zones plus froides quand elles atteignent les montagnes. C'est ce qu'on appelle les épisodes cévenols en fonction des régions ou des épisodes méditerranéens. Il y a aussi ce phénomène qu'on a observé notamment dans la mer Ionienne. D'abord la Grèce, puis Derna en Libye, où ça a été très violent. Plus récemment, on a eu l'Espagne, même si l'Espagne, c'est peut-être un cas différent à Valence. On parle parfois de tropicalisation. Pourquoi?
Parce que c'est une augmentation qui est graduelle de la température de l'eau. Alors il faut voir que la Méditerranée prend environ 0,4 degrés par décennie. C'est ce qu'on observe sur les 30-40 dernières années. Et ce phénomène, il est encore plus important en été. Si on se base uniquement sur le mois de juillet, par exemple, le mois de juillet, à l'heure actuelle, est 1 degré plus chaud qu'il était il y a 30 ans. Et donc, on parle effectivement de tropicalisation parce qu'il y a des espèces justement qui n'étaient pas en Méditerranée il y a quelques années et qui s'y plaisent tout simplement parce que la température augmente et ça leur permet de grandir et d'envahir des niches écologiques qui étaient destinées à d'autres espèces endémiques en Méditerranée. Et on va y revenir justement avec vous dans un instant. David Ferranda, un mot, puisque vous êtes vous aussi un spécialiste de ces phénomènes climatiques extrêmes. Qui dit réchauffement climatique dit augmentation de la température des mers et des océans. Et forcément, il va falloir s'habituer de plus en plus à ces phénomènes potentiellement dévastateurs. Oui, bah, les phénomènes sont déjà dévastateurs, ils ne sont pas potentiellement dévastateurs. On a vu, vous les avez cités, hein, les inondations à Valence, on a encore eu des orages hier, on a des orages presque tous les jours qui frappent des zones qui sont sur la mer Méditerranéenne et qui sont très intenses avec des phénomènes qui sont aussi très intenses comme la grêle, les coups de vent, des tornades et aussi des éclairs. Donc on a déjà maintenant à 1,5 degré de réchauffement global qui, attention, correspond à plus à environ 2,5 sur la France et la zone méditerranéenne à cause du fait que la mer Méditerranéenne se réchauffe plus vite. Donc on est déjà en pleine crise climatique, on est déjà dans un monde avec des phénomènes assez extrêmes. On est déjà dans ce monde que les GIEC, pour lequel les GIEC nous avaient mis en garde, nous avaient dit attention à ne pas dépasser ces seuils. Et là, on y est. On est déjà dans ce monde-là. Là, ce qu'on peut faire, c'est ne plus aggraver la situation, essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre de façon plus rapide pour éviter de franchir d'autres seuils de réchauffement qui vont encore plus aggraver, vous l'avez dit, ces phénomènes extrêmes pour lesquels il y aura pas d'adaptation possible à un moment. Aggraver ces phénomènes extrêmes et détruire aussi des espèces notamment. Frédéric Gazot, pourquoi ce sont les espèces qui se déplacent lentement ou qui sont immobiles qui sont les plus touchées? On parle des algues, des coquillages, des coraux. Totalement, oui, parce que les espèces planctoniques peuvent migrer beaucoup plus facilement. Elles se déplacent dans la colonne d'eau, tout simplement. Les espèces benthiques, elles, ne le peuvent pas, ou alors le font de manière très lente. Et donc, ces espèces n'ont pas le temps, tout simplement, de s'adapter aux nouvelles conditions de température. Et malheureusement, en Méditerranée, le problème, c'est qu'on ne peut pas monter très haut. On voit dans l'Atlantique, effectivement, que là, des espèces plutôt équatoriales migrent progressivement vers le nord. En Méditerranée, il y a les côtes, tout simplement. Donc, à moins de se faire pousser des jambes, les espèces ne pourront pas se déplacer beaucoup plus. Et est-ce que ça perturbe la chaîne alimentaire? Évidemment. Totalement. Et là, je ne vous parle pas d'espèces forcément benthiques, mais le réchauffement a une conséquence extrêmement néfaste, c'est qu'il limite le mélange des masses d'eau. Plus l'eau de surface est chaude par rapport à l'eau de fond, il faut voir que l'eau de fond se réchauffe 2 fois moins vite que l'eau de surface. Donc plus on aggrave, plus on augmente ce différentiel de température entre la surface et le fond, et moins on permet un mélange qui ramène en surface des éléments nutritifs, comme l'azote, comme le phosphore, qui sont des éléments limitants en Méditerranée, qui permettent des floraisons phytoplanctoniques qui sont à la base des chaînes alimentaires. Et donc tous les modèles s'accordent à dire que le futur, malheureusement, sera sur une diminution de la production primaire de la Méditerranée et donc une diminution certainement des prix à terme. Et par exemple, quand la réduction du développement du zooplancton est observable, eh bien, les poissons qui s'en nourrissent migrent vers des eaux plus froides et il y a des oiseaux et des mammifères qui ne peuvent plus trouver de nourriture et qui meurent de faim. David Ferranda, les baigneurs qui sont en ce moment dans le sud de la France, mais pas seulement, connaissent par exemple le Mistral du côté de Marseille. Le lendemain, automatiquement, l'eau passe de 27 degrés, c'est spectaculaire, à peut-être 20, 19, 18 degrés, David Ferranda. Est-ce que ce vent, est-ce que ces coups de vent sont bons pour les mers et les océans? En fait, ça refroidit en surface, vraiment dans les couches de surface les plus superficielles, mais comme aussi le disait mon collègue, en fait, ce réchauffement est présent dans les couches et on observe de plus en plus un réchauffement qui va en profondeur, même si lentement, dans la mer Méditerranéenne. Et donc, c'est ça qui est inquiétant
Donc nous, on observe en tant qu'être humain des changements rapides, mais le réchauffement va en profondeur et donc il va perturber les espèces avec des répercussions sur la pêche, sur en fait toute la faune marine qui après revient vers nous, on l'a dit, dans des problèmes systémiques, donc sur la pêche, mais aussi les problèmes que ces changements de la mer Méditerranéenne portent sur Terre avec les événements climatiques extrêmes. Donc on est habitué, même on est habitué à communiquer sur des phénomènes qui semblent séparés, les orages, les canicules, la sécheresse, la vague de chaleur marine. Mais en fait, il faut penser que tous ces phénomènes vont ensemble perturber l'alimentation de toutes les espèces animales et végétales, même sur Terre, la mortalité des forêts. Et donc, ça peut causer des problèmes à long terme à tout l'écosystème, même à l'agriculture de toute la zone méditerranéenne. Et tout est perturbé. Un dernier mot peut-être assez court, Frédéric Gazot. Davide Faranda nous le disait, attention au point de non-retour. Vous qui travaillez au laboratoire océanographique de Villefranche-sur-Mer, est-ce que vous avez des pistes? Vous travaillez tout de même à des alternatives qui peuvent nous aider à mieux protéger nos mers et océans? Alors malheureusement, contre les réchauffements, à part limiter nos émissions de CO2, comme David l'a dit au tout début, il n'y a pas grand-chose à faire. Malheureusement, moi, je ne suis pas un partisan des techniques de géo-ingénierie, envoyer du soufre ou autres particules dans l'atmosphère. Limiter nos émissions de gaz à effet de serre est la première chose à faire, bien évidemment. Merci beaucoup Frédéric Gazot et merci beaucoup Davide Faranda. Pardonnez-moi si j'ai écorché votre nom tout à l'heure. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir donné des clés de compréhension donc sur ce phénomène des canicules marines et les enjeux qui en découlent.